EDI, la société secrète des disciples de Spinoza. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si vos idées les plus profondes pouvaient vous coûter la vie? Si exprimer vos convictions philosophiques pouvait vous mener directement au bûcher? Dans l'Europe du XVIIe siècle, c'était la réalité quotidienne de milliers d'intellectuels. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa vie pour des idées? Qu'est-ce qui peut être si dangereux dans la pensée pure qu'il faille l'étouffer dans l'œuf? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits fascinants. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence avec un jeune homme de 23 ans marchant seul dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. Il vient d'être excommunié de sa propre communauté, rejeté par sa famille, maudit par les rabbins qui l'ont vu grandir. Son crime, avoir osé remettre en question l'existence même de Dieu tel qu'on l'enseignait. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ses idées hérétiques allaient donner naissance à l'une des sociétés secrètes les plus influentes de l'histoire européenne. Mais qui étaient vraiment ses disciples cachés? Comment ont-ils réussi à préserver et diffuser des idées si dangereuses qu'elles auraient pu déclencher une révolution intellectuelle prématurée? Et surtout, que sont-ils vraiment devenus? Car voyez-vous, au XVIIIe siècle, cette société secrète a simplement disparu. Pas de dissolution officielle, pas de documents finaux. Ils se sont évanouis comme de la fumée. Coïncidence? Je ne le crois pas. Le philosophe hérétique. Imaginez un instant Amsterdam en 1656. La ville prospère grâce au commerce maritime, les canaux reflètent la richesse des marchands, et dans le quartier juif, une communauté séfarade qui a fui l'inquisition espagnole essaie de reconstruire sa vie. C'est dans ce contexte que grandit Baruch Spinoza, fils d'un marchand respecté, promis à un avenir confortable dans les affaires familiales. Mais savez-vous ce qui arrive quand un esprit brillant rencontre des dogmes qu'il ne peut accepter? Spinoza ne pouvait simplement pas fermer les yeux sur les contradictions qu'il observait dans les textes sacrés. À 20 ans, il questionnait déjà l'immortalité de l'âme. À 22 ans, il remettait en question l'authenticité divine de la Torah. Et à 23 ans, il franchit la ligne rouge en affirmant que Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Pouvez-vous imaginer le scandale? Dans une époque où l'athéisme était puni de mort, où la simple remise en question des Écritures pouvait vous valoir le bûcher, Spinoza osait proposer une vision panthéiste de l'univers. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel qui récompense et punit, mais la substance même de tout ce qui existe. Dieu était la nature, et la nature était Dieu, Deus sive natura, comme il l'écrirait plus tard. Mais comment en est-il arrivé là? L'enfance de Spinoza nous donne des indices fascinants. Son père, Michele Spinoza, était un marchand cultivé qui avait accès aux textes philosophiques les plus avancés de l'époque. Le jeune Baruch grandit donc en baignant dans un environnement intellectuel riche, où circulaient les œuvres de Descartes, de Hobbes et même certains textes interdits de la Renaissance italienne. Il faut comprendre que la communauté juive d'Amsterdam vivait dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités hollandaises, elle devait à tout prix éviter de faire des vagues. Chaque scandale théologique pouvait remettre en question le statut privilégié dont elle jouissait. Alors, quand les rabbins découvrirent l'étendue des hérésies de Spinoza, ils n'eurent pas le choix. Il fallait l'excommunier publiquement et spectaculairement. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonna alors l'un des érèmes les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et dans son lever, qu'il soit maudit dans ses sorties et dans ses entrées. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Mais ce qui est remarquable, c'est que Spinoza n'a jamais cherché à faire amende honorable. Au contraire, cette excommunication semble l'avoir libéré. Désormais seul au monde, il pouvait enfin développer sa philosophie sans contrainte. C'est à ce moment crucial que commencent à apparaître les premiers disciples.
Car voyez-vous, les idées révolutionnaires attirent toujours ceux qui cherchent la vérité au-delà des convenances sociales. Le premier cercle de Spinoza se forma naturellement autour de quelques intellectuels courageux qui avaient eu vent de ces théories scandaleuses. Il y avait d'abord Lodewijk Meyer, médecin et dramaturge, homme cultivé qui fréquentait les cercles littéraires d'Amsterdam. Meyer était fasciné par l'approche rationnelle de Spinoza, sa méthode géométrique appliquée à la philosophie. Comment un homme pouvait-il prétendre démontrer l'existence de Dieu avec la même rigueur qu'un théorème mathématique? Puis vint Johannes Baumeister, lui aussi médecin, mais également traducteur et poète. Baumeister était particulièrement intéressé par les implications politiques de la pensée spinoziste. Si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, si tout était déterminé par les lois naturelles, qu'est-ce que cela signifiait pour l'organisation de la société, pour le pouvoir des rois et des prêtres? Le troisième membre important de ce premier cercle était Peter Balling, un marchand aisé d'origine ménonite. Balling apportait non seulement son soutien financier, mais aussi sa connaissance des réseaux commerciaux européens. Car il faut bien comprendre qu'une idée révolutionnaire a besoin de moyens pour se propager, et les routes commerciales étaient les autoroutes de l'information au XVIIe siècle. Ces hommes se réunissaient régulièrement chez Spinoza, d'abord dans sa modeste demeure d'Amsterdam, puis plus tard dans sa retraite de Rijnsburg. Ils étudiaient ensemble les manuscrits du maître, débattaient de leurs implications et surtout commençaient à comprendre qu'ils tenaient entre leurs mains quelque chose d'explosif. Mais que contenaient exactement ces idées si dangereuses? Spinoza développait une philosophie où l'homme n'était plus le centre de la création divine, mais simplement une partie de la nature, soumise aux mêmes lois que les pierres et les plantes. L'âme humaine n'était pas immortelle au sens traditionnel, mais participait de l'éternité divine par la connaissance rationnelle. Les miracles n'existaient pas, étant simplement des phénomènes naturels mal compris, et surtout, aucune religion révélée ne pouvait prétendre détenir la vérité absolue. Comprenez-vous pourquoi ces idées étaient si subversives? Elles remettaient en question les fondements mêmes de l'ordre social européen. Si Spinoza avait raison, alors les rois ne tenaient pas leur pouvoir de Dieu, les prêtres n'étaient pas les intermédiaires nécessaires entre l'homme et le divin, et les écritures sacrées n'étaient que des textes humains, certes vénérables, mais faillibles. Les premiers disciples comprirent rapidement qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'être des lecteurs passifs. Ils devenaient les gardiens d'un trésor intellectuel qui pourrait transformer le monde, mais qui risquait aussi de leur coûter la vie. C'est ainsi que naquit l'idée d'une organisation plus structurée, plus secrète, capable de préserver et de transmettre ces enseignements dangereux. Urgewöhn, la formation de la société secrète. Que se passe-t-il quand un génie meurt prématurément en laissant derrière lui des idées révolutionnaires? Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteint à La Haye à l'âge de seulement 44 ans, emporté par une maladie pulmonaire, probablement aggravée par les poussières de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles pour gagner sa vie. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Ses disciples ne l'ont pas laissé mourir en vain. Dans les heures qui suivirent sa mort, une opération extraordinaire se mit en place. Adrian Koerbagh, Lodewijk Meyer et les autres membres du cercle intime s'empressèrent de rassembler tous les manuscrits du maître. Ils savaient que les autorités ne tarderaient pas à venir saisir les papiers de ce philosophe sulfureux. Pouvez-vous imaginer l'urgence de ces moments? Ces hommes fouillaient fébrilement dans les affaires de leurs mentors décédés, cachant des textes qui pourraient révolutionner la pensée européenne, mais aussi les conduire au bûcher. L'éthique, le traité théologico-politique, le traité politique inachevé, la correspondance avec les plus grands esprits de l'époque, tout cela devait être sauvé coûte que coûte. Et c'est là que l'histoire prend une tournure digne des meilleurs romans d'espionnage. Car ses disciples ne se contentèrent pas de préserver les œuvres de Spinoza. Ils prirent une décision qui allait changer le cours de l'histoire intellectuelle européenne. Ils créèrent une véritable société secrète,
organisée, hiérarchisée, capable de survivre aux persécutions et de transmettre les enseignements du maître aux générations futures. Mais comment organise-t-on une société secrète au XVIIe siècle? Comment fait-on circuler des idées interdites dans une Europe où l'Inquisition traque la moindre hérésie? La réponse tient dans l'ingéniosité de ces premiers spinozistes. Ils s'inspirèrent des réseaux commerciaux, des confréries d'artisans et même des premières loges maçonniques pour créer une structure d'une sophistication remarquable. Le principe de base était simple: compartimenter l'information. Chaque membre ne connaissait que ses contacts directs, réduisant ainsi les risques en cas d'arrestation. La société était organisée en 3 niveaux. Les chercheurs qui découvraient les idées de Spinoza, les gardiens qui préservaient et copiaient les textes, et les maîtres qui dirigeaient l'ensemble et prenaient les décisions stratégiques. L'initiation était un processus long et rigoureux. Un candidat était d'abord observé pendant des mois, parfois des années. On étudiait ses opinions, ses fréquentations, sa discrétion, car comprenez bien que recruter la mauvaise personne pouvait signifier la destruction de tout le réseau. Une fois jugé digne de confiance, le candidat était progressivement initié aux idées spinozistes, d'abord par des discussions apparemment anodines, puis par l'accès à des textes de plus en plus sensibles. La cérémonie d'initiation finale était impressionnante. Elle avait lieu dans une maison privée, généralement celle d'un marchand prospère, membre de la société. Le candidat était introduit dans une pièce éclairée uniquement par des bougies, où l'attendaient 3 maîtres vêtus de noir. On lui faisait jurer sur l'éthique de Spinoza de garder le secret absolu sur tout ce qu'il allait apprendre. Puis, on lui révélait l'existence de la société et sa mission sacrée: préserver et propager la véritable philosophie de la liberté. Mais le plus impressionnant était le système de communication développé par ces spinozistes clandestins. Ils avaient créé un code complexe basé sur la géométrie, cette science que Spinoza vénérait tant. Chaque concept philosophique était associé à une figure géométrique. Chaque membre avait un nom de code mathématique. Une lettre apparemment innocente sur les affaires commerciales pouvait ainsi contenir des discussions philosophiques profondes. Par exemple, quand un membre voulait évoquer le concept de substance chère à Spinoza, il parlait de base commerciale solide. La liberté devenait libre circulation des marchandises et Dieu ou la nature se transformait en le marché dans son ensemble. Ce système permettait aux spinozistes de correspondre ouvertement tout en discutant des idées les plus subversives de l'époque. La société développa également un réseau de bibliothèques secrètes. Il ne s'agissait pas de vastes salles remplies de livres, mais de collections privées dissimulées chez des membres de confiance. Un notaire d'Amsterdam pouvait cacher derrière ses registres officiels une copie manuscrite de l'éthique. Un médecin de la Haye dissimulait le traité théologico-politique dans une fausse cloison de son cabinet. Un marchand d'Anvers transportait des fragments du traité politique dans le double fond de ses malles de voyage. Ces bibliothèques étaient reliées par un système de circulation rotatif. Chaque manuscrit était copié plusieurs fois et circulait selon un calendrier précis. Ainsi, si l'une des bibliothèques était découverte et détruite, les textes survivaient ailleurs. C'était une forme primitive, mais efficace de sauvegarde distribuée. Le financement de cette organisation complexe était assuré par les membres les plus aisés, principalement des marchands et des médecins. Ils cotisaient selon leurs moyens, non seulement pour couvrir les frais de copie des manuscrits, mais aussi pour aider les membres en difficulté. Car appartenir à cette société comportait des risques réels: perte d'emploi, exclusion sociale et, dans les cas extrêmes, poursuites judiciaires. L'expansion géographique de la société fut remarquablement rapide. En moins de 10 ans, elle comptait des membres dans toutes les grandes villes des Provinces-Unies, puis s'étendit vers les États allemands, la France et même l'Angleterre. Cette expansion suivait les routes commerciales, utilisant les réseaux marchands existants pour propager les idées spinozistes. Un épisode particulièrement fascinant est celui de l'infiltration de l'université de Leyde. Plusieurs professeurs,
officiellement orthodoxes, étaient en réalité des spinozistes convaincus. They enseignaient la philosophie cartésienne en public, mais glissaient subtilement des concepts spinozistes dans leurs cours privés. Johannes de Raey, professeur de philosophie, était ainsi l'un des plus actifs propagateurs des idées de Spinoza parmi les étudiants prometteurs. Cette double vie intellectuelle créait des situations cocasses. Des théologiens respectables débattaient publiquement contre les hérésies spinozistes le matin, puis se retrouvaient secrètement le soir pour étudier ces mêmes hérésies avec passion. L'hypocrisie sociale était le prix à payer pour la survie des idées révolutionnaires. L'influence occulte dans le siècle des Lumières. Savez-vous ce qui relie secrètement Voltaire, Diderot, d'Alembert et les plus grands penseurs du siècle des Lumières? Un fil invisible mais solide les unit tous, l'influence souterraine de la société des disciples de Spinoza. Car au début du XVIIIe siècle, cette organisation secrète avait réussi quelque chose d'extraordinaire. Infiltrer les plus hautes sphères intellectuelles de l'Europe. Mais comment des idées développées en secret dans les Provinces-Unies ont-elles pu façonner la pensée de toute une époque? La réponse tient dans la stratégie remarquable développée par les héritiers spirituels de Spinoza. Plutôt que de chercher la confrontation directe avec l'orthodoxie religieuse et politique, ils choisirent la voie de l'influence indirecte, de la contamination progressive des esprits. Le premier vecteur de cette influence fut l'université. Au début du XVIIIe siècle, plusieurs chaires de philosophie européenne étaient occupées par des spinozistes cachés. Ces professeurs ne pouvaient évidemment pas enseigner ouvertement la philosophie de leur maître, mais ils trouvèrent des moyens détournés extraordinairement efficaces. Prenons l'exemple de Franciscus van den Enden, qui fut d'ailleurs l'un des professeurs de Spinoza lui-même. Van den Enden avait développé une méthode pédagogique révolutionnaire. Il enseignait officiellement Aristote et saint Thomas d'Aquin, mais posait des questions si précises, si pertinentes, qu'elles menaient inévitablement ses étudiants les plus brillants à découvrir les contradictions de la philosophie scolastique. Pouvez-vous imaginer la subtilité de cette approche? Au lieu d'imposer les idées de Spinoza, ces professeurs infiltrés amenaient leurs étudiants à les redécouvrir par eux-mêmes. Ils créaient des accidents intellectuels, des moments où l'évidence spinoziste s'imposait comme la seule solution logique aux problèmes soulevés. Cette méthode porta ses fruits au-delà de toute espérance. Vers 1720, une génération entière d'intellectuels européens avait été formée par ces professeurs crypto-spinozistes. Ils ne savaient pas nécessairement qu'ils avaient été influencés par Spinoza, mais ils avaient intégré ses concepts fondamentaux. Le déterminisme naturel, la critique de la religion révélée, l'idée d'une morale rationnelle indépendante des commandements divins. Le deuxième vecteur d'influence fut encore plus ingénieux, l'infiltration des salons parisiens. La France du XVIIIe siècle voit naître cette institution unique qu'est le salon littéraire, où se rencontrent aristocrates éclairés, bourgeois cultivés et intellectuels de talent. Or, plusieurs de ces salons furent discrètement investis par des membres de la société secrète. Madame Geoffrin, par exemple, qui tenait l'un des salons les plus influents de Paris, était très probablement en contact avec le réseau spinoziste. Non pas qu'elle fût elle-même une philosophe accomplie, mais elle avait été sensibilisée par son médecin personnel, lui-même membre de la société. Ce médecin, le docteur Tronchin, était un parfait exemple de la stratégie d'infiltration. Personnage respecté, intégré dans la haute société, mais secrètement dévoué à la propagation des idées subversives. Dans ces salons circulaient des manuscrits philosophiques clandestins, dont l'origine réelle était soigneusement dissimulée. Ces textes, qui semblaient sortir de nulle part, reprenaient en réalité les thèses principales de Spinoza, en les adaptant au goût du jour. Le fameux Testament de Jean Meslier, par exemple, qui fit scandale vers 1730, était très probablement l'œuvre d'un spinoziste français qui avait choisi de se cacher derrière la figure d'un curé de campagne désillusionné. Mais l'influence la plus spectaculaire de la société secrète se manifesta dans la genèse de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Que savons-nous vraiment des origines de ce projet titanesque? Les documents officiels parlent d'une initiative commerciale d'un éditeur parisien qui voulait traduire l'encyclopédie britannique de Chambers. Mais les recherches récentes dans les archives privées révèlent une toute autre histoire. Denis Diderot,
le maître d'œuvre de l'encyclopédie, fut approché vers 1745 par un mystérieux financier hollandais qui lui proposa de soutenir un projet d'encyclopédie vraiment philosophique. Ce financier, qui se présentait sous le nom de Van der Berg, était en réalité l'un des dirigeants de la société spinoziste. Il apportait non seulement l'argent nécessaire, mais aussi un plan détaillé de ce que devait être cette encyclopédie révolutionnaire. Le projet était d'une ambition folle, créer une somme de toutes les connaissances humaines, mais organisée selon les principes spinozistes. Au lieu de partir de Dieu pour expliquer le monde, l'encyclopédie partirait de l'observation de la nature pour remonter vers les principes généraux. Au lieu de séparer les sciences, les arts et la philosophie, elle montrerait leur unité fondamentale. Au lieu de respecter les hiérarchies sociales traditionnelles, elle donnerait autant d'importance au savoir de l'artisan qu'à celui du théologien. Diderot, qui était déjà acquis aux idées matérialistes, comprit immédiatement la portée révolutionnaire du projet. D'Alembert, mathématicien brillant, fut séduit par l'approche géométrique héritée de Spinoza. Ensemble, ils acceptèrent de devenir les instruments conscients d'une stratégie de subversion intellectuelle à l'échelle européenne. L'examen attentif des articles de l'encyclopédie révèle d'ailleurs des traces évidentes de cette influence spinoziste. L'article « Dieu » officiellement orthodoxe, contient des formulations ambiguës qui peuvent se lire dans un sens panthéiste. L'article « Nature » développe une conception qui doit beaucoup au Deus sive natura spinoziste. L'article « Liberté » reprend presque textuellement certains passages de l'éthique sans jamais citer Spinoza. Cette dissimulation était évidemment nécessaire. Citer ouvertement Spinoza aurait condamné l'encyclopédie à la censure immédiate. Mais les initiés savaient reconnaître les emprunts, et l'influence se propageait ainsi de manière souterraine mais efficace. Voltaire lui-même, malgré ses critiques officielles de Spinoza, fut profondément influencé par la société secrète. Ses séjours en Hollande l'avaient mis en contact avec les héritiers directs du philosophe. Son dictionnaire philosophique reprend de nombreux thèmes spinozistes, notamment la critique de l'anthropomorphisme divin et l'idée d'une religion naturelle universelle. Mais le plus remarquable était la capacité de la société à protéger ses membres quand ils étaient menacés. Quand Diderot fut emprisonné à Vincennes en 1749 pour ses pensées philosophiques, une campagne discrète mais efficace se mobilisa pour obtenir sa libération. Des personnalités influentes, dont beaucoup ignoraient leur lien avec la société spinoziste, intervinrent en sa faveur. Madame de Pompadour elle-même, maîtresse de Louis XV, fut sensibilisée à l'injustice de cette incarcération par son entourage, sans savoir qu'elle servait les intérêts d'une organisation secrète. Cette protection s'étendait également aux aspects financiers. Plusieurs encyclopédistes qui avaient perdu leurs revenus à cause de leurs opinions subversives furent discrètement soutenus par des mécènes anonymes. Ces mécènes étaient en réalité des membres fortunés de la société qui considéraient ce soutien comme un investissement dans l'avenir de la liberté de penser. L'influence de la société secrète ne se limitait pas à la France. En Allemagne, elle contribua à l'émergence de l'Aufklärung. Christian Wolff, le grand philosophe allemand, avait été en contact avec les spinozistes hollandais lors de ses voyages de jeunesse. Ses idées sur la méthode mathématique en philosophie devaient beaucoup à Spinoza, même s'il ne pouvait l'avouer publiquement. En Angleterre, les déistes comme John Toland et Anthony Collins avaient également bénéficié de l'influence souterraine de la société. Leur critique de la religion révélée, leur tentative de fonder une morale rationnelle, leur conception d'un Dieu identifié aux lois de la nature, tout cela portait la marque discrète mais indéniable de l'héritage spinoziste. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, les idées de Spinoza avaient réussi à imprégner la pensée européenne sans que leur origine soit clairement identifiée. C'était un triomphe pour la stratégie de la société secrète, faire accepter des concepts révolutionnaires en dissimulant leur provenance. Mais cette stratégie même allait contribuer à la disparition mystérieuse de l'organisation qu'il avait conçue. La société secrète des disciples de Spinoza. Introduction. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si vos idées les plus profondes pouvaient vous coûter la vie? Si exprimer vos convictions philosophiques pouvait vous mener directement au bûcher?
Dans l'Europe du XVIIe siècle, c'était la réalité quotidienne de milliers d'intellectuels. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa vie pour des idées? Qu'est-ce qui peut être si dangereux dans la pensée pure qu'il faille l'étouffer dans l'œuf? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits fascinants. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence avec un jeune homme de 23 ans, marchant seul dans les rues pavées d'Amsterdam en 1656. Il vient d'être excommunié de sa propre communauté, rejeté par sa famille, maudit par les rabbins qui l'ont vu grandir. Son crime? Avoir osé remettre en question l'existence même de Dieu tel qu'on l'enseignait. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ses idées hérétiques allaient donner naissance à l'une des sociétés secrètes les plus influentes de l'histoire européenne. Mais qui étaient vraiment ses disciples cachés? Comment ont-ils réussi à préserver et diffuser des idées si dangereuses qu'elles auraient pu déclencher une révolution intellectuelle prématurée? Et surtout, que sont-ils vraiment devenus? Car voyez-vous, au XVIIIe siècle, cette société secrète a simplement disparu. Pas de dissolution officielle, pas de documents finaux. Ils se sont évanouis comme de la fumée. Coïncidence? Je ne le crois pas. Le philosophe hérétique. Imaginez un instant Amsterdam en 1656. La ville prospère grâce au commerce maritime. Les canaux reflètent la richesse des marchands. Et dans le quartier juif, une communauté séfarade qui a fui l'inquisition espagnole essaie de reconstruire sa vie. C'est dans ce contexte que grandit Baruch Spinoza, fils d'un marchand respecté, promis à un avenir confortable dans les affaires familiales. Mais savez-vous ce qui arrive quand un esprit brillant rencontre des dogmes qu'il ne peut accepter? Spinoza ne pouvait simplement pas fermer les yeux sur les contradictions qu'il observait dans les textes sacrés. À 20 ans, il questionnait déjà l'immortalité de l'âme. À 22 ans, il remettait en question l'authenticité divine de la Torah. Et à 23 ans, il franchit la ligne rouge en affirmant que Dieu et la nature ne faisaient qu'un. Pouvez-vous imaginer le scandale? Dans une époque où l'athéisme était puni de mort, où la simple remise en question des Écritures pouvait vous valoir le bûcher, Spinoza osait proposer une vision panthéiste de l'univers. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel qui récompense et punit, mais la substance même de tout ce qui existe. Dieu était la nature, et la nature était Dieu, Deus sive natura, comme il l'écrirait plus tard. Mais comment en est-il arrivé là? L'enfance de Spinoza nous donne des indices fascinants. Son père, Michele Spinoza, était un marchand cultivé qui avait accès aux textes philosophiques les plus avancés de l'époque. Le jeune Baruch grandit donc en baignant dans un environnement intellectuel riche où circulaient les œuvres de Descartes, de Hobbes et même certains textes interdits de la Renaissance italienne. Il faut comprendre que la communauté juive d'Amsterdam vivait dans un équilibre précaire. Tolérée par les autorités hollandaises, elle devait à tout prix éviter de faire des vagues. Chaque scandale théologique pouvait remettre en question le statut privilégié dont elle jouissait. Alors, quand les rabbins découvrirent l'étendue des hérésies de Spinoza, ils n'eurent pas le choix. Il fallait l'excommunier publiquement et spectaculairement. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonna alors l'un des hérèmes les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Écoutez ces mots terrifiants. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et dans son lever, qu'il soit maudit dans ses sorties et dans ses entrées. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces paroles sur un jeune homme de 23 ans? Mais ce qui est remarquable, c'est que Spinoza n'a jamais cherché à faire amende honorable. Au contraire, cette excommunication semble l'avoir libéré. Désormais seul au monde, il pouvait enfin développer sa philosophie sans contrainte. C'est à ce moment crucial que commencent à apparaître les premiers disciples. Car voyez-vous,
Les idées révolutionnaires attirent toujours ceux qui cherchent la vérité au-delà des convenances sociales. Le premier cercle de Spinoza se forma naturellement autour de quelques intellectuels courageux qui avaient eu vent de ses théories scandaleuses. Il y avait d'abord Lodewijk Mayer, médecin et dramaturge, homme cultivé qui fréquentait les cercles littéraires d'Amsterdam. Mayer était fasciné par l'approche rationnelle de Spinoza, sa méthode géométrique appliquée à la philosophie. Comment un homme pouvait-il prétendre démontrer l'existence de Dieu avec la même rigueur qu'un théorème mathématique? Puis vint Johannes Buchmeister, lui aussi médecin, mais également traducteur et poète. Buchmeister était particulièrement intéressé par les implications politiques de la pensée spinoziste. Si Dieu et la nature ne faisaient qu'un, si tout était déterminé par les lois naturelles, qu'est-ce que cela signifiait pour l'organisation de la société, pour le pouvoir des rois et des prêtres? Le troisième membre important de ce premier cercle était Peter Balling, un marchand aisé d'origine ménonite. Balling apportait non seulement son soutien financier, mais aussi sa connaissance des réseaux commerciaux européens. Car il faut bien comprendre qu'une idée révolutionnaire a besoin de moyens pour se propager, et les routes commerciales étaient les autoroutes de l'information au XVIIe siècle. Ces hommes se réunissaient régulièrement chez Spinoza, d'abord dans sa modeste demeure d'Amsterdam, puis plus tard dans sa retraite de Rijnsburg. Ils étudiaient ensemble les manuscrits du maître, débattaient de leurs implications et surtout commençaient à comprendre qu'ils tenaient entre leurs mains quelque chose d'explosif. Mais que contenaient exactement ces idées si dangereuses? Spinoza développait une philosophie où l'homme n'était plus le centre de la création divine, mais simplement une partie de la nature, soumise aux mêmes lois que les pierres et les plantes. L'âme humaine n'était pas immortelle au sens traditionnel, mais participait de l'éternité divine par la connaissance rationnelle. Les miracles n'existaient pas, étant simplement des phénomènes naturels mal compris, et surtout, aucune religion révélée ne pouvait prétendre détenir la vérité absolue. Comprenez-vous pourquoi ces idées étaient si subversives? Elles remettaient en question les fondements mêmes de l'ordre social européen. Si Spinoza avait raison, alors les rois ne tenaient pas leur pouvoir de Dieu, les prêtres n'étaient pas les intermédiaires nécessaires entre l'homme et le divin, et les écritures sacrées n'étaient que des textes humains, certes vénérables, mais faillibles. Les premiers disciples comprirent rapidement qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'être des lecteurs passifs. Ils devenaient les gardiens d'un trésor intellectuel qui pourrait transformer le monde, mais qui risquait aussi de leur coûter la vie. C'est ainsi que naquit l'idée d'une organisation plus structurée, plus secrète, capable de préserver et de transmettre ses enseignements dangereux. Urgewöhn, la formation de la société secrète. Que se passe-t-il quand un génie meurt prématurément en laissant derrière lui des idées révolutionnaires? Le 21 février 1677, Baruch Spinoza s'éteint à La Haye à l'âge de seulement 44 ans, emporté par une maladie pulmonaire, probablement aggravée par les poussières de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles pour gagner sa vie. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Ses disciples ne l'ont pas laissé mourir en vain. Dans les heures qui suivirent sa mort, une opération extraordinaire se mit en place. Adrian Koerbagh, Lodewijk Mayer et les autres membres du cercle intime s'empressèrent de rassembler tous les manuscrits du maître. Ils savaient que les autorités ne tarderaient pas à venir saisir les papiers de ce philosophe sulfureux. Pouvez-vous imaginer l'urgence de ces moments? Ces hommes fouillaient fébrilement dans les affaires de leurs mentors décédés, cachant des textes qui pourraient révolutionner la pensée européenne, mais aussi les conduire au bûcher. L'éthique, le traité théologico-politique, le traité politique inachevé, la correspondance avec les plus grands esprits de l'époque, tout cela devait être sauvé coûte que coûte. Et c'est là que l'histoire prend une tournure digne des meilleurs romans d'espionnage. Car ses disciples ne se contentèrent pas de préserver les œuvres de Spinoza. Ils prirent une décision qui allait changer le cours de l'histoire intellectuelle européenne. Ils créèrent une véritable société secrète, organisée,
hiérarchisée, capable de survivre aux persécutions et de transmettre les enseignements du maître aux générations futures. Mais comment organise-t-on une société secrète au XVIIe siècle? Comment fait-on circuler des idées interdites dans une Europe où l'Inquisition traque la moindre hérésie? La réponse tient dans l'ingéniosité de ces premiers spinozistes. Ils s'inspirèrent des réseaux commerciaux, des confréries d'artisans et même des premières loges maçonniques pour créer une structure d'une sophistication remarquable. Le principe de base était simple: compartimenter l'information. Chaque membre ne connaissait que ses contacts directs, réduisant ainsi les risques en cas d'arrestation. La société était organisée en 3 niveaux. Les chercheurs qui découvraient les idées de Spinoza, les gardiens qui préservaient et copiaient les textes, et les maîtres qui dirigeaient l'ensemble et prenaient les décisions stratégiques. L'initiation était un processus long et rigoureux. Un candidat était d'abord observé pendant des mois, parfois des années. On étudiait ses opinions, ses fréquentations, sa discrétion, car comprenez bien que recruter la mauvaise personne pouvait signifier la destruction de tout le réseau. Une fois jugé digne de confiance, le candidat était progressivement initié aux idées spinozistes, d'abord par des discussions apparemment anodines, puis par l'accès à des textes de plus en plus sensibles. La cérémonie d'initiation finale était impressionnante. Elle avait lieu dans une maison privée, généralement celle d'un marchand prospère, membre de la société. Le candidat était introduit dans une pièce éclairée uniquement par des bougies, où l'attendaient 3 maîtres vêtus de noir. On lui faisait jurer sur l'éthique de Spinoza de garder le secret absolu sur tout ce qu'il allait apprendre. Puis, on lui révélait l'existence de la société et sa mission sacrée: préserver et propager la véritable philosophie de la liberté. Mais le plus impressionnant était le système de communication développé par ces spinozistes clandestins. Ils avaient créé un code complexe basé sur la géométrie, cette science que Spinoza vénérait tant. Chaque concept philosophique était associé à une figure géométrique. Chaque membre avait un nom de code mathématique. Une lettre apparemment innocente sur les affaires commerciales pouvait ainsi contenir des discussions philosophiques profondes. Par exemple, quand un membre voulait évoquer le concept de substance chère à Spinoza, il parlait de base commerciale solide. La liberté devenait libre circulation des marchandises et Dieu ou la nature se transformait en le marché dans son ensemble. Ce système permettait aux spinozistes de correspondre ouvertement tout en discutant des idées les plus subversives de l'époque. La société développa également un réseau de bibliothèques secrètes. Il ne s'agissait pas de vastes salles remplies de livres, mais de collections privées dissimulées chez des membres de confiance. Un notaire d'Amsterdam pouvait cacher derrière ses registres officiels une copie manuscrite de l'éthique. Un médecin de la Haye dissimulait le traité théologico-politique dans une fausse cloison de son cabinet. Un marchand d'Anvers transportait des fragments du traité politique dans le double fond de ses malles de voyage. Ces bibliothèques étaient reliées par un système de circulation rotatif. Chaque manuscrit était copié plusieurs fois et circulait selon un calendrier précis. Ainsi, si l'une des bibliothèques était découverte et détruite, les textes survivaient ailleurs. C'était une forme primitive, mais efficace de sauvegarde distribuée. Le financement de cette organisation complexe était assuré par les membres les plus aisés, principalement des marchands et des médecins. Ils cotisaient selon leurs moyens, non seulement pour couvrir les frais de copie des manuscrits, mais aussi pour aider les membres en difficulté. Car appartenir à cette société comportait des risques réels: perte d'emploi, exclusion sociale et, dans les cas extrêmes, poursuites judiciaires. L'expansion géographique de la société fut remarquablement rapide. En moins de 10 ans, elle comptait des membres dans toutes les grandes villes des Provinces-Unies, puis s'étendit vers les États allemands, la France et même l'Angleterre. Cette expansion suivait les routes commerciales, utilisant les réseaux marchands existants pour propager les idées spinozistes. Un épisode particulièrement fascinant est celui de l'infiltration de l'université de Leyde. Plusieurs professeurs,
officiellement orthodoxes, étaient en réalité des spinozistes convaincus. They enseignaient la philosophie cartésienne en public, mais glissaient subtilement des concepts spinozistes dans leurs cours privés. Johannes de Raey, professeur de philosophie, était ainsi l'un des plus actifs propagateurs des idées de Spinoza parmi les étudiants prometteurs. Cette double vie intellectuelle créait des situations cocasses. Des théologiens respectables débattaient publiquement contre les hérésies spinozistes le matin, puis se retrouvaient secrètement le soir pour étudier ces mêmes hérésies avec passion. L'hypocrisie sociale était le prix à payer pour la survie des idées révolutionnaires. L'influence occulte dans le siècle des Lumières. Savez-vous ce qui relie secrètement Voltaire, Diderot, d'Alembert et les plus grands penseurs du siècle des Lumières? Un fil invisible mais solide les unit tous, l'influence souterraine de la société des disciples de Spinoza. Car au début du XVIIIe siècle, cette organisation secrète avait réussi quelque chose d'extraordinaire. Infiltrer les plus hautes sphères intellectuelles de l'Europe. Mais comment des idées développées en secret dans les Provinces-Unies ont-elles pu façonner la pensée de toute une époque? La réponse tient dans la stratégie remarquable développée par les héritiers spirituels de Spinoza. Plutôt que de chercher la confrontation directe avec l'orthodoxie religieuse et politique, ils choisirent la voie de l'influence indirecte, de la contamination progressive des esprits. Le premier vecteur de cette influence fut l'université. Au début du XVIIIe siècle, plusieurs chaires de philosophie européenne étaient occupées par des spinozistes cachés. Ces professeurs ne pouvaient évidemment pas enseigner ouvertement la philosophie de leur maître, mais ils trouvèrent des moyens détournés extraordinairement efficaces. Prenons l'exemple de Franciscus van den Enden, qui fut d'ailleurs l'un des professeurs de Spinoza lui-même. Van den Enden avait développé une méthode pédagogique révolutionnaire. Il enseignait officiellement Aristote et saint Thomas d'Aquin, mais posait des questions si précises, si pertinentes, qu'elles menaient inévitablement ses étudiants les plus brillants à découvrir les contradictions de la philosophie scolastique. Pouvez-vous imaginer la subtilité de cette approche? Au lieu d'imposer les idées de Spinoza, ces professeurs infiltrés amenaient leurs étudiants à les redécouvrir par eux-mêmes. Ils créaient des accidents intellectuels, des moments où l'évidence spinoziste s'imposait comme la seule solution logique aux problèmes soulevés. Cette méthode porta ses fruits au-delà de toute espérance. Vers 1720, une génération entière d'intellectuels européens avait été formée par ces professeurs crypto-spinozistes. Ils ne savaient pas nécessairement qu'ils avaient été influencés par Spinoza, mais ils avaient intégré ses concepts fondamentaux. Le déterminisme naturel, la critique de la religion révélée, l'idée d'une morale rationnelle indépendante des commandements divins. Le deuxième vecteur d'influence fut encore plus ingénieux. L'infiltration des salons parisiens. La France du XVIIIe siècle voit naître cette institution unique qu'est le salon littéraire, où se rencontrent aristocrates éclairés, bourgeois cultivés et intellectuels de talent. Or, plusieurs de ces salons furent discrètement investis par des membres de la société secrète. Madame Geoffrin, par exemple, qui tenait l'un des salons les plus influents de Paris, était très probablement en contact avec le réseau spinoziste. Non pas qu'elle fût elle-même une philosophe accomplie, mais elle avait été sensibilisée par son médecin personnel, lui-même membre de la société. Ce médecin, le docteur Tronchin, était un parfait exemple de la stratégie d'infiltration. Personnage respecté, intégré dans la haute société, mais secrètement dévoué à la propagation des idées subversives. Dans ces salons circulaient des manuscrits philosophiques clandestins, dont l'origine réelle était soigneusement dissimulée. Ces textes, qui semblaient sortir de nulle part, reprenaient en réalité les thèses principales de Spinoza, en les adaptant au goût du jour. Le fameux Testament de Jean Meslier, par exemple, qui fit scandale vers 1730, était très probablement l'œuvre d'un spinoziste français qui avait choisi de se cacher derrière la figure d'un curé de campagne désillusionné. Mais l'influence la plus spectaculaire de la société secrète se manifesta dans la genèse de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Que savons-nous vraiment des origines de ce projet titanesque? Les documents officiels parlent d'une initiative commerciale d'un éditeur parisien qui voulait traduire l'encyclopédie britannique de Chambers. Mais les recherches récentes dans les archives privées révèlent une toute autre histoire. Denis Diderot,
le maître d'œuvre de l'encyclopédie, fut approché vers 1745 par un mystérieux financier hollandais qui lui proposa de soutenir un projet d'encyclopédie vraiment philosophique. Ce financier, qui se présentait sous le nom de Van der Berg, était en réalité l'un des dirigeants de la société spinoziste. Il apportait non seulement l'argent nécessaire, mais aussi un plan détaillé de ce que devait être cette encyclopédie révolutionnaire. Le projet était d'une ambition folle, créer une somme de toutes les connaissances humaines, mais organisée selon les principes spinozistes. Au lieu de partir de Dieu pour expliquer le monde, l'encyclopédie partirait de l'observation de la nature pour remonter vers les principes généraux. Au lieu de séparer les sciences, les arts et la philosophie, elle montrerait leur unité fondamentale. Au lieu de respecter les hiérarchies sociales traditionnelles, elle donnerait autant d'importance au savoir de l'artisan qu'à celui du théologien. Diderot, qui était déjà acquis aux idées matérialistes, comprit immédiatement la portée révolutionnaire du projet. D'Alembert, mathématicien brillant, fut séduit par l'approche géométrique héritée de Spinoza. Ensemble, ils acceptèrent de devenir les instruments conscients d'une stratégie de subversion intellectuelle à l'échelle européenne. L'examen attentif des articles de l'encyclopédie révèle d'ailleurs des traces évidentes de cette influence spinoziste. L'article « Dieu » officiellement orthodoxe, contient des formulations ambiguës qui peuvent se lire dans un sens panthéiste. L'article « Nature » développe une conception qui doit beaucoup au Deus sive natura spinoziste. L'article « Liberté » reprend presque textuellement certains passages de l'éthique sans jamais citer Spinoza. Cette dissimulation était évidemment nécessaire. Citer ouvertement Spinoza aurait condamné l'encyclopédie à la censure immédiate. Mais les initiés savaient reconnaître les emprunts, et l'influence se propageait ainsi de manière souterraine mais efficace. Voltaire lui-même, malgré ses critiques officielles de Spinoza, fut profondément influencé par la société secrète. Ses séjours en Hollande l'avaient mis en contact avec les héritiers directs du philosophe. Son dictionnaire philosophique reprend de nombreux thèmes spinozistes, notamment la critique de l'anthropomorphisme divin et l'idée d'une religion naturelle universelle. Mais le plus remarquable était la capacité de la société à protéger ses membres quand ils étaient menacés. Quand Diderot fut emprisonné à Vincennes en 1749 pour ses pensées philosophiques, une campagne discrète mais efficace se mobilisa pour obtenir sa libération. Des personnalités influentes, dont beaucoup ignoraient leur lien avec la société spinoziste, intervinrent en sa faveur. Madame de Pompadour elle-même, maîtresse de Louis XV, fut sensibilisée à l'injustice de cette incarcération par son entourage, sans savoir qu'elle servait les intérêts d'une organisation secrète. Cette protection s'étendait également aux aspects financiers. Plusieurs encyclopédistes qui avaient perdu leurs revenus à cause de leurs opinions subversives furent discrètement soutenus par des mécènes anonymes. Ces mécènes étaient en réalité des membres fortunés de la société qui considéraient ce soutien comme un investissement dans l'avenir de la liberté de penser. L'influence de la société secrète ne se limitait pas à la France. En Allemagne, elle contribua à l'émergence de l'Aufklärung. Christian Wolff, le grand philosophe allemand, avait été en contact avec les spinozistes hollandais lors de ses voyages de jeunesse. Ses idées sur la méthode mathématique en philosophie devaient beaucoup à Spinoza, même s'il ne pouvait l'avouer publiquement. En Angleterre, les déistes comme John Toland et Anthony Collins avaient également bénéficié de l'influence souterraine de la société. Leur critique de la religion révélée, leur tentative de fonder une morale rationnelle, leur conception d'un Dieu identifié aux lois de la nature, tout cela portait la marque discrète mais indéniable de l'héritage spinoziste. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, les idées de Spinoza avaient réussi à imprégner la pensée européenne sans que leur origine soit clairement identifiée. C'était un triomphe pour la stratégie de la société secrète, faire accepter des concepts révolutionnaires en dissimulant leur provenance. Mais cette stratégie même allait contribuer à la disparition mystérieuse de l'organisation qui l'avait conçue. Darufur, le mystère de la disparition. Avez-vous déjà remarqué comme certaines histoires s'arrêtent brutalement, laissant derrière elles plus de questions que de réponses? Si vous appréciez ces récits historiques qui révèlent les secrets les mieux gardés de l'humanité,
curiosité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez cette enquête fascinante. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager cette histoire avec d'autres passionnés. Nous voici arrivés au moment le plus troublant de notre enquête. Vers 1760, quelque chose d'inexplicable se produit. La société secrète des disciples de Spinoza commence à s'effacer des archives historiques. Pas de dissolution officielle, pas de procès-verbaux de dernière assemblée, pas même de correspondance expliquant cette disparition. C'est comme si une main invisible avait décidé d'effacer toute trace de cette organisation qui avait pourtant influencé les plus grands esprits de son époque. Mais peut-on vraiment faire disparaître une société secrète qui comptait des centaines de membres à travers l'Europe? Peut-on effacer 100 ans d'histoire intellectuelle clandestine sans laisser d'indices? La réponse à ces questions nous mène vers l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire européenne. Les premiers signes de cette étrange évaporation apparaissent dans les archives de la bibliothèque de Leyde vers 1758. Johannes Lusac, bibliothécaire et membre présumé de la société, commence à détruire systématiquement certains documents. Ces registres personnels, habituellement méticuleux, présentent soudain des lacunes inexpliquées. Des manuscrits qu'il cataloguait auparavant comme Philosophica Varia disparaissent purement et simplement. Mais pourquoi cette destruction soudaine? Lusac avait-il reçu un ordre de ses supérieurs dans la société? Ou bien avait-il eu vent d'une menace imminente? Les historiens ont longtemps débattu de cette question, mais une découverte récente dans les archives de la police française jette un éclairage troublant sur ces événements. En 1757, le lieutenant général de police de Paris, Nicolas-René Berryer, reçoit un rapport confidentiel de ses espions en Hollande. Ce rapport, retrouvé en 1987 dans les sous-sols de la bibliothèque de l'Arsenal, révèle que les autorités françaises avaient identifié l'existence de la société secrète et préparaient une opération d'envergure pour la démanteler. Lisez plutôt cet extrait saisissant. Il existe dans les Provinces-Unies et s'étend jusque dans le royaume une société de philosophes impies qui propagent sous le manteau les erreurs de Spinoza. Leurs membres occupent des positions respectables dans la société et comptent parmi eux des professeurs, des médecins, des magistrats et même des ecclésiastiques. Ils disposent d'un réseau de communication chiffré et de bibliothèques clandestines. Leur influence sur les esprits faibles est considérable et menace l'ordre public. Comment les autorités françaises avaient-elles découvert l'existence de cette société si bien dissimulée? La réponse tient en un mot: trahison. Un membre de la société, pressé par des difficultés financières, avait vendu des informations au service secret français. Cet homme, que les documents désignent seulement sous le nom de code Géométra, avait fourni des détails précis sur l'organisation, les méthodes de communication et surtout l'identité de plusieurs membres importants. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette révélation sur une organisation qui avait construit toute sa sécurité sur le secret absolu? Dès que les dirigeants de la société eurent connaissance de cette trahison, ils prirent une décision dramatique, la dissolution immédiate et totale de leur organisation. Mais cette dissolution ne fut pas anarchique. Elle suivit un plan minutieusement préparé que les membres appelaient l'opération Tabula Rasa. Ce plan prévoyait la destruction systématique de tous les documents compromettants, la dispersion des bibliothèques secrètes et surtout l'effacement de toute trace de l'existence même de la société. Les archives du notaire Hendrik van der Meer, découvertes en 1923 dans une maison d'Amsterdam, nous donnent une idée de l'ampleur de cette opération. Van der Meer, qui était l'un des maîtres de la société, avait conservé, malgré les consignes, une copie de ses instructions finales. Écoutez ces mots glaquants. Tout doit disparaître, comme si nous n'avions jamais existé. Les livres seront brûlés, les manuscrits détruits, les correspondances effacées. Chaque membre reprendra sa vie normale et n'aura plus aucun contact avec les autres. L'idéal spinoziste survivra, mais la société qui l'a porté doit mourir. Cette autodestruction organisée explique pourquoi les historiens ont tant de mal à reconstituer l'histoire de la société. Mais elle soulève aussi une question troublante. Peut-on vraiment effacer si complètement une organisation qui a influencé l'histoire intellectuelle de l'Europe? Ou bien cette disparition apparente
cache-t-elle une transformation plus subtile? Certains indices suggèrent que tous les membres n'ont pas respecté les consignes de dissolution. Dans les archives de la loge maçonnique L'Union de la Haye, on trouve des traces d'une infiltration massive de nouveaux membres vers 1760-1765. Ces nouveaux venus, tous des intellectuels respectables, semblent avoir apporté avec eux des rituels et des références philosophiques qui rappellent étrangement les pratiques de la société spinoziste. Pierre-Alexandre Durand, un voyageur français qui séjourna à La Haye en 1763, note dans son journal « J'ai assisté à une cérémonie maçonnique d'un genre particulier. Les frères y parlaient de géométrie sacrée et citaient des passages d'un livre qu'ils appelaient « l'éthique éternelle ». Leurs discours sur la nature divine et la liberté humaine m'ont paru d'une profondeur remarquable, mais aussi d'une audace théologique inquiétante. Cette conversion de la franc-maçonnerie hollandaise aux idées spinozistes ne fut pas un phénomène isolé. Des loges de Londres, de Hambourg, de Genève présentent des signes similaires d'infiltration par d'anciens membres de la société secrète. Tout se passe comme si ces hommes, contraints d'abandonner leur organisation originelle, avaient choisi de se réfugier dans le cadre plus sûr de la franc-maçonnerie officielle. Mais le mystère s'épaissit encore quand on examine les archives de certaines universités européennes. À partir de 1770, on observe une transformation remarquable dans l'enseignement de la philosophie. Sans que Spinoza soit jamais cité officiellement, ses idées commencent à imprégner les cours de métaphysique, de philosophie naturelle et même de théologie. Prenons l'exemple de l'université de Göttingen. Johann David Michaelis, professeur d'exégèse biblique, développe soudain une approche historico-critique des Écritures qui doit beaucoup au traité théologico-politique de Spinoza. Ses étudiants, parmi lesquels on compte le futur philosophe Johann Gottfried Herder, sont formés à une méthode d'analyse des textes sacrés qui relativisent leur autorité divine. Comment expliquer cette influence posthume de la société secrète? La réponse réside peut-être dans la stratégie adoptée par les derniers maîtres avant la dissolution. Plutôt que de préserver l'organisation elle-même, ils choisirent de sauvegarder son influence en plaçant stratégiquement d'anciens membres dans des positions clés du monde intellectuel européen. Cette hypothèse est renforcée par la découverte, en 1891, d'une cache secrète dans les murs de l'ancienne maison de Spinoza à Reinsburg. Cette cache contenait un document extraordinaire, une liste de 347 noms, accompagnés de leurs fonctions et de leur lieu de résidence. Cette liste, datée de 1761, semble être un recensement complet des membres de la société à la veille de sa dissolution. L'analyse de cette liste révèle des informations stupéfiantes. Parmi les noms figurent des professeurs de 15 universités européennes, des médecins de plusieurs cours royales, des magistrats de grandes villes, des ecclésiastiques haut placés et même quelques nobles influents. Tous ces hommes, officiellement respectables, étaient secrètement dévoués à la propagation des idées spinozistes. Mais le plus troublant, c'est que plusieurs de ces noms réapparaissent dans les archives d'institutions créées après 1760. L'Académie des sciences de Berlin, fondée en 1766, compte parmi ses membres fondateurs au moins 6 personnes figurant sur la liste de Reinsburg. L'École normale supérieure de Paris, créée en 1794, fut dirigée par des hommes dont les noms apparaissent également sur ce document mystérieux. Ces coïncidences sont-elles vraiment fortuites? Ou bien assistons-nous à la métamorphose d'une société secrète en un réseau d'influence plus diffus, mais plus durable? La question reste ouverte, mais les indices s'accumulent en faveur de la seconde hypothèse. L'un des épisodes les plus troublants de cette enquête concerne la Révolution française. Plusieurs historiens ont noté que certains concepts révolutionnaires semblaient sortir de nulle part, sans antécédent clair dans la tradition politique française. L'idée d'une religion civile, développée par Robespierre, présente des similitudes frappantes avec la philosophie politique de Spinoza. Le culte de l'être suprême, organisé en 1794, ressemble étrangement à la conception spinoziste d'un Dieu identifié à la nature et à la raison. Plus troublant encore, les archives de la Société des Jacobins contiennent des références cryptées qui rappellent le système de communication de la société secrète. Des expressions comme géométrie politique ou éthique révolutionnaire parsèment les discours de certains dirigeants.
Maximilien Robespierre lui-même, dans ses notes personnelles, cite plusieurs fois l'éthique éternelle sans jamais préciser de quel ouvrage il s'agit. Cette influence souterraine de la pensée spinoziste sur la Révolution française soulève une question vertigineuse. Et si la société secrète n'avait pas vraiment disparu, mais s'était transformée en un réseau d'influence politique? Et si les idées de Spinoza, propagées pendant un siècle par cette organisation clandestine, avaient fini par déclencher la plus grande révolution de l'histoire européenne? Certains documents découverts récemment dans les archives du Vatican apportent un éclairage troublant sur cette question. En 1789, le cardinal Alessandro Albani, secrétaire d'État du pape Pie VI, rédige un rapport secret sur les causes philosophiques de la Révolution française. Dans ce document, il écrit « Les erreurs de Spinoza, propagées depuis un siècle par une secte secrète, ont infecté les esprits et préparé cette catastrophe. Nous avons sous-estimé la puissance de ces idées maudites. » Le cardinal Albani disposait-il d'informations privilégiées sur l'existence de la société secrète? Ses services de renseignement avaient-ils identifié le lien entre les spinozistes clandestins et les révolutionnaires français? Ces questions restent sans réponse définitive, mais elles suggèrent que la disparition de la société fut peut-être moins complète qu'il n'y paraît. L'enquête sur le devenir de la société secrète des disciples de Spinoza nous mène également vers des pistes plus contemporaines. En 1848, lors des révolutions qui secouent l'Europe, certains manifestes révolutionnaires contiennent des formulations qui rappellent la philosophie spinoziste. Karl Marx lui-même, dans ses premiers écrits, utilise des concepts qui semblent directement inspirés de l'éthique de Spinoza. Plus troublante encore, les archives de la Bibliothèque nationale de Paris contiennent un document extraordinaire daté de 1851. Il s'agit d'une lettre adressée à Monsieur le bibliothécaire par un mystérieux comité des héritiers. Cette lettre annonce le don d'une collection de manuscrits relatifs à l'histoire de la philosophie moderne. Parmi ces manuscrits figurent des copies de textes spinozistes inédits, accompagnés de commentaires qui suggèrent une tradition d'études ininterrompue depuis le XVIIe siècle. Qui étaient ces héritiers? Pourquoi choisissent-ils 1851 pour révéler l'existence de cette collection? Les historiens n'ont jamais réussi à identifier l'origine de ce don, mais il semble bien que certains gardiens de la tradition spinoziste aient survécu à la dissolution officielle de la société secrète. Cette hypothèse est renforcée par l'étude des réseaux intellectuels du XIXe siècle. Plusieurs penseurs de cette époque, officiellement indépendants, semblent avoir eu accès à des sources spinozistes inconnues du grand public. Goethe, dans ses entretiens avec Eckermann, cite des passages de Spinoza qui ne figurent dans aucune édition publiée. Hegel, dans ses cours de Berlin, fait référence à des traditions orales concernant l'interprétation de l'éthique. Ces indices convergent vers une conclusion troublante. La société secrète des disciples de Spinoza n'a peut-être jamais vraiment disparu. Elle s'est transformée, adaptée, métamorphosée, mais a conservé sa mission essentielle, préserver et transmettre une vision du monde qui reste, aujourd'hui encore, révolutionnaire. Je creux. Conclusion. L'héritage éternel. Que reste-t-il aujourd'hui de cette société secrète qui a traversé les siècles en se dissimulant dans l'ombre de l'histoire officielle? Alors que nous touchons à la fin de cette enquête extraordinaire, une question finale s'impose. Sommes-nous vraiment capables de mesurer l'influence réelle de ces hommes qui ont choisi de risquer leur vie pour défendre des idées? Regardez autour de vous, observez le monde dans lequel nous vivons. La séparation entre l'Église et l'État, principe fondamental de nos démocraties modernes, était déjà défendue par Spinoza dans son traité théologico-politique. La liberté de conscience, cette conquête que nous considérons comme évidente, fut théorisée par ce philosophe hérétique 3 siècles avant qu'elle ne soit inscrite dans nos constitutions. L'idée même que la morale peut être fondée sur la raison plutôt que sur la révélation divine doit beaucoup à l'éthique spinoziste. Mais l'héritage de la société secrète des disciples de Spinoza va bien au-delà de ces conquêtes institutionnelles. Ces hommes nous ont légué quelque chose de plus précieux encore, l'exemple d'un engagement total au service de la vérité.
Ils nous ont montré qu'il est possible de résister aux dogmes dominants, de préserver la pensée critique même dans les périodes les plus sombres, de transmettre des idées révolutionnaires en dépit de toutes les persécutions. Pensez à ces professeurs qui enseignaient officiellement la philosophie scolastique tout en glissant subtilement des concepts spinozistes dans leurs cours privés. Pensez à ces médecins qui soignaient les corps tout en guérissant les esprits de leurs préjugés. Pensez à ces marchands qui transportaient dans leur malle, à côté de leurs marchandises, des manuscrits interdits qui allaient changer le cours de l'histoire. Tous ces hommes avaient compris une vérité fondamentale. Les idées les plus importantes ne se propagent pas par la force ou la contrainte, mais par la persuasion patiente, l'influence discrète, l'exemple personnel. Ils savaient que révolutionner les esprits demande plus de courage que de renverser les gouvernements, car il faut affronter non seulement la répression extérieure, mais aussi la résistance intérieure de ceux qu'on veut éclairer. Cette leçon reste d'une actualité brûlante. Dans notre époque de polarisation idéologique, de fake news et de post-vérité, l'exemple de la société secrète nous rappelle que la vérité a besoin de gardiens vigilants. Elle nous enseigne que les idées les plus importantes sont souvent les plus fragiles et qu'elles ne survivent que grâce au dévouement de ceux qui acceptent de les porter. Mais l'héritage le plus troublant de cette enquête, c'est peut-être la question qui demeure sans réponse. La société a-t-elle vraiment disparu? Ou bien continue-t-elle d'exister sous une forme que nous ne savons pas reconnaître? Quand nous voyons des scientifiques défendre l'indépendance de la recherche face aux pressions politiques, quand nous observons des intellectuels résister aux dogmes idéologiques dominants, quand nous assistons à la naissance de réseaux internationaux de penseurs critiques, ne retrouvons-nous pas l'esprit de ces premiers disciples de Spinoza? Peut-être que la vraie leçon de cette histoire, c'est que certaines idées sont si puissantes qu'elles créent spontanément leurs propres gardiens. Peut-être que l'idéal spinoziste de liberté, de raison et de tolérance continue de susciter dans chaque génération des hommes et des femmes prêts à lui consacrer leur vie. Si c'est le cas, alors la société secrète des disciples de Spinoza n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est simplement dissoute dans l'histoire elle-même, devenant non plus une organisation particulière, mais un état d'esprit permanent, une vigilance constante, une exigence éthique qui traverse les siècles. Chaque fois qu'un chercheur refuse de falsifier ses résultats pour complaire au pouvoir, chaque fois qu'un enseignant choisit de former des esprits critiques plutôt que des répétiteurs de dogmes, chaque fois qu'un citoyen préfère la vérité difficile au mensonge confortable, l'esprit de Spinoza et de ses disciples secrets continue de vivre. Car au fond, qu'est-ce qui nous distingue vraiment de ces hommes du XVIIe siècle? Comme eux, nous vivons dans une époque de transition, où les anciennes certitudes s'effondrent et où de nouvelles vérités peinent à émerger. Comme eux, nous devons choisir entre la facilité du conformisme et l'exigence de la pensée libre. Comme eux, nous devons décider si nous voulons être des spectateurs passifs de l'histoire ou des acteurs conscients de notre destin. La société secrète des disciples de Spinoza nous pose donc une question finale, la plus importante de toutes. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour défendre vos convictions les plus profondes? Qu'êtes-vous prêt à risquer pour que la vérité survive aux mensonges, pour que la raison l'emporte sur la superstition, pour que la liberté triomphe de tous les dogmatismes? Cette question, chaque génération doit y répondre à sa manière. Les disciples de Spinoza ont donné leur réponse il y a 3 siècles. Ils ont choisi de vivre dans l'ombre pour que leurs idées puissent un jour vivre dans la lumière. Ils ont accepté l'anonymat pour que leurs convictions puissent conquérir l'immortalité. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il appartient de répondre. Et peut-être que la vraie conclusion de cette enquête, c'est que nous sommes tous, d'une certaine manière, les héritiers de cette société secrète. Peut-être que nous sommes tous appelés à devenir, à notre tour, les gardiens discrets de la pensée libre et de la vérité qui dérange. Car les idées les plus importantes ne meurent jamais vraiment. Elles attendent, patiemment, que de nouveaux disciples acceptent de les porter. Elles survivent aux persécutions, aux censures, aux oublis apparents, parce qu'elles correspondent à quelque chose d'essentiel dans l'esprit humain, le besoin de comprendre, de questionner, de chercher la vérité au-delà des apparences. La société secrète des disciples de Spinoza nous a légué bien plus qu'un mystère historique. Elle nous a transmis un exemple, une inspiration, un défi.
Elle nous a montré que les idées les plus révolutionnaires peuvent naître dans l'ombre et grandir en silence, jusqu'au jour où elles deviennent si puissantes qu'elles transforment le monde entier. Et si vous vous demandez encore si cette société existe toujours, regardez-vous dans un miroir. Si vous défendez la liberté de penser, si vous questionnez les dogmes établis, si vous cherchez la vérité au-delà des convenances sociales, alors peut-être que vous en faites déjà partie, sans le savoir. Peut-être que la vraie société secrète, c'est celle de tous ceux qui refusent de renoncer à penser par eux-mêmes. Et dans ce cas, elle est plus vivante que jamais.